Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien, c'est un peu une première pour nous. Bienvenue dans ce webinaire. Il paraît que vous êtes très nombreux, donc on en est ravis, c'est vraiment la preuve que ça intéresse, et j'imagine qu'il y a énormément de confrères, donc bravo à tous. C'est la bonne démarche. Il faut s'intéresser à ces sujets-là, et c'est notre avenir, il faut s'en préoccuper. Donc, vous allez passer une heure en compagnie de ces orateurs que vous voyez affichés et que je vais vous présenter. Alors, on va commencer par le milieu. Gaëtan Bourdet, maître Gaëtan Bourdet, qui est notre collaborateur senior chez Shift Avocat et qui est l'architecte de nombreux projets autour de Legal Pilot. C'est notre Imhotep à nous, donc on est très content de l'avoir aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Alexandre, que vous avez déjà entendu, maître Marot-Desgrottes, qui nous a rejoint il y a peu, qui est lui le grand gourou charismatique de Legal Pilot et qui a la chance en fait d'avoir un pied dans les deux structures, puisqu'il est à la fois collaborateur chez Shift Avocat et en même temps il travaille directement en tant qu'ingénieur juridique, c'est le titre officiel, chez Legal Pilot, donc qui est mieux placé pour nous parler de ce sujet. Et puis moi-même, qui suis à la fois cofondateur de Shift Avocat et cofondateur de Legal Pilot, ce qui me place aussi dans une situation assez stratégique pour le sujet du jour. Je vous propose tout de suite de changer avec un petit aperçu de ce que l'on va aborder aujourd'hui, à savoir donc une rapide présentation du cabinet pour que vous ayez le contexte et que vous puissiez plus facilement, je pense, vous projeter dans votre propre cas d'usage. Un bref aperçu du fonctionnement du logiciel Legal Pilot pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas testé, pour que vous puissiez là encore vous projeter dans ce que c'est et ce dont on parle. Ça vous aidera beaucoup sur les exemples. Ensuite, alors un peu le cœur du sujet que je vais vous dévoiler, c'est comment nous, on voit la mise en œuvre au sein du cabinet de la solution Legal Pilot. Comment est-ce que voilà, on présente, enfin, on construit un projet et comment on va jusqu'au bout de ce projet pour arriver à quelque chose qui est plus de l'ordre du produit. Et donc, on va ensuite vous montrer quelques exemples de ce que l'on a fait. Ce sont des exemples voilà, choisis parmi les nombreux que l'on est en train de faire ou que l'on a déjà produits. Et enfin, on va ensemble, avec l'ensemble des orateurs, vous faire un petit bilan des premiers enseignements que l'on a tirés de cette expérimentation, mais aussi de cette mise en production de ces outils. On passe à la slide suivante. Donc, comme convenu, rapide présentation du cabinet. Alors, nous sommes chez Shift Avocat, comme le nom peut-être l'indique, on s'est forcément Shift des prérequis, donc propriété intellectuelle, nouvelles technologies, conseils et contentieux. On fait beaucoup de conseils, mais voilà, on a aussi une bonne activité contentieuse. C'est deux associés cofondateurs qui sont à droite sur la photo, moi-même et puis Olivier Moussa, plus sur la partie que certains d'entre vous, voire peut-être tout le monde connaît, parce que c'est une star internationale, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons, c'est des mousquetaires, les trois collaborateurs, à commencer par celui que vous n'avez pas, que je n'ai pas présenté, qui est Paul Clément Martel, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui nous écoute sûrement. Et au milieu, notre Office Manager pour faire le lien entre tout ce beau monde. Alors, il paraît que je frise un petit peu, c'est pas des cheveux, manifestement, donc ça doit être ma connexion qui est un peu lente, mais je n'ai pas tellement de solution pour améliorer ça.
à moins que la régie me donne une solution. Personnellement, je n'en ai pas. Je continue. Alors, nos clients, pour la partie conseil et la partie contentieuse, on est assez, on a une cible assez large. On a une grosse clientèle de start-up innovantes. Évidemment, ça va avec notre ADN. Et puis, on va jusqu'à l'ETI. On a parfois même eu des grands comptes, des missions grands comptes, mais c'est plus rare. Donc, on a des grosses PME, de la petite PME. Enfin, voilà. Donc, j'ai mis de la start-up à l'ETI parce que c'est vraiment ça. Donc, ça vous aide à vous projeter aussi dans tout ce que je vais vous dire en termes de modèle économique. Ça veut dire que tout ne fonctionne pas avec tout le monde et je prépare le terrain. Il y a pas mal de tests à faire par rapport à la clientèle et par rapport à la cible, mais je reviendrai sur ce sujet-là. Donc voilà notre beau cabinet qui est finalement un cabinet ITIP assez, enfin, qui est peu original et assez original puisqu'on fait que des ITIP, on fait que ça, ce qui est peut-être assez rare sur la place, même si on travaille évidemment main dans la main, notamment avec le cabinet Max, qui est cofondateur de Legal Pilot et qui, eux, agissent sur la partie corporate. Alors, présentation de la problématique. Alors, tout le projet en fait, est parti à la fois la digitalisation du cabinet et l'implémentation de cet outil dans le cabinet et dans la production du cabinet, mais aussi plus largement, le projet Legal Pilot a été initié autour d'une idée qui est qu'il y a pas mal de déchets finalement dans tout ce que l'on fait en tant qu'avocat. On a tendance à trop facilement, je dirais, oublier des choses. Donc, une volonté de capitaliser l'expérience individuelle. Alors, on pourrait penser que c'est un problème de turnover. Dans les faits, on a une équipe qui est assez stable, donc on a peu de turnover, donc le problème n'est pas tellement là. Le problème est plutôt autour de la difficulté que l'on a sur les sujets qui sont les nôtres, qui sont des sujets, bon, comme tout avocat, des sujets assez techniques, assez complexes. On n'a pas forcément envie de créer, même si on n'a pas le choix des fois, on n'a pas forcément envie de créer des hyper spécialistes d'un sujet et ce qui aurait pour effet pervers en fait de devoir confier tout le temps les mêmes dossiers qu'aux mêmes personnes. Et on est obligé des fois du fait de la charge de travail de toute façon de déléguer à des personnes les plus expertes du cabinet des sujets. Donc l'idée à travers tout ça, c'est de se dire on a besoin d'un outil qui nous permette de déléguer plus facilement, soit de l'associer à un collaborateur, soit d'un collaborateur expert d'un domaine à un autre collaborateur moins expert du domaine. On a besoin de déléguer, donc on a besoin de concentrer du savoir-faire. Or, tout ce savoir-faire aujourd'hui, je pense qu'on en est tous là à peu près dans les cabinets, sauf à avoir un documentaliste interne merveilleux, on en est quand même beaucoup souvent à aller essayer de retrouver le dernier dossier qui est le plus approchant et de reprendre ce qui a été fait la dernière fois et d'essayer d'adapter. Bon, on fonctionne plus ou moins tous comme ça. Donc, je ne pense pas que ce soit la meilleure pratique. En tout cas, l'expérience a montré que l'on perdait beaucoup de temps. Donc, un premier constat qui était de se dire il faut absolument qu'on améliore cette façon-là de réutiliser ce qui a été fait et de capitaliser sur l'expérience et sur le savoir-faire et d'avoir un outil plus collaboratif. Ensuite, il y a un problème de challenge par les clients. On a une activité qui nous poussait peut-être plus que d'autres à cela, à savoir que on a une activité finalement avec un niveau d'itération assez ou de récurrence assez long. Il nous arrive d'avoir des clients qui sont pourtant des clients fidèles qui ne reviennent pas vers nous régulièrement. Donc on les voit et puis ensuite on ne les voit plus pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et pourtant ils reviennent, ils sont contents de nous voir, mais voilà, ils n'avaient rien de spécifique à faire. Et ça, c'est déjà un point qui moi, m'a toujours embêté, c'est de trouver d'autres façons non seulement de fidéliser, mais aussi de créer du lien autrement aussi que par la communication type classique, type envoi d'emailing
ou réseaux sociaux, parce que tous les clients ne sont pas connectés à ce genre de choses. Ensuite, on a un problème qui est aussi, il y a un problème d'image. On a beaucoup de clients dans l'IT, et c'est vrai on nous en fait la remarque, on m'en fait la remarque, on nous voit encore comme une profession assez poussiéreuse, alors que bon, on fait tout pour avoir, pour donner enfin, le sentiment qu'on est plutôt up-to-date, mais quand ils nous voient travailler, quand ils voient nos raisonnements, quand ils voient comment on collecte l'information, quand ils voient comment on travaille, des fois, ils sont un peu surpris de se dire, mais finalement, votre profession, elle n'a pas tellement évolué depuis la machine à écrire. C'est un peu le sentiment qu'on a eu tous, et c'est un peu à l'origine de ce projet, d'essayer de changer vraiment très profondément notre manière de faire. Évidemment, le dernier point, c'est peut-être pour ça que vous êtes tous là. J'espère que c'est pas que pour ça, mais bon, ça serait assez naturel. Améliorer nos marges. Alors, quand on dit améliorer nos marges, on est entre nous. Hein. Il y a peut-être des clients qui nous regardent. Je ne veux pas les choquer, on ne veut pas les choquer, mais évidemment, on veut améliorer nos marges. C'est normal. Alors, même si en France, on a des fois des problèmes à parler d'argent, mais on est là pour ça. On est aussi des gens, on a besoin de gagner de l'argent pour pouvoir faire des investissements et pour pouvoir vivre. Maintenant, améliorer ses marges, il faut le replacer dans un contexte où on est face à un droit qui est de plus en plus complexe, les entreprises ont de plus en plus de difficultés à se mettre en conformité, on a une multiplication des règles, donc on a du travail à faire, et le client, lui, de son côté, il a aussi finalement des contraintes budgétaires. Et on sent bien que les marges, aujourd'hui, depuis les 30 dernières années, elles ont plutôt tendance à fondre. C'est-à-dire que les clients ont de plus en plus de difficultés à avoir un budget juridique suffisant par rapport à ce qu'ils devraient y consacrer. Donc ça, c'est une réalité de terrain. Et donc, si on essaie de résoudre l'équation qui est de se dire je veux garder le même niveau de qualité, je ne veux pas forcément augmenter le prix, mais je ne veux pas non plus renier sur ma marge, eh bien, on se retrouve face à une équation qui est extrêmement difficile à résoudre sans avoir, en tout cas, l'outil qui convient. Donc, la problématique, elle est là. C'est vraiment qu'on a trois contraintes et que si on veut les concilier, on va être obligé de passer, à notre sens, par des outils numériques, c'est la bonne solution, et notamment et principalement des outils d'automatisation. J'en ai terminé. Merci pour le changement de slide à point nommé. Bravo pour le timing. Alors, la mise en œuvre par le cabinet. Alors, n'hésitez pas à faire remonter, je le redis, Alexandre vous l'a dit, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions sur ce que je vais faire, d'y répondre aussi vite que possible. On a un back-office qui est fait pour ça, donc n'hésitez pas, ça ne m'interrompra pas. La mise en œuvre par le cabinet, c'est pour vous expliquer un petit peu comment on s'y prend pour tout simplement commencer par un bout, en fait. Hein. C'est-à-dire, on a une grosse pelote devant nous, on fait plein de choses, et comment on se dit, par quoi on commence. Bon. Donc, nous, ce qu'on a fait, et on a l'impression que les cabinets ont souvent tendance à réagir comme ça, c'est de se dire, déjà, identifions un problème, identifions un besoin qui justifie que on passe du temps. Parce que c'est vrai qu'on passe forcément dans une logique qui est une logique plus d'investissement. Donc, c'est un état d'esprit qui est propre au cabinet aujourd'hui. On est en train de penser beaucoup, on est autrement. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on peut se dire que on va faire appliquer un filtre et on va se dire, tiens, est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qui serait intéressant de réaliser en tant que produit. Et donc, de faire un investissement en temps plus important à un instant pour pouvoir ensuite avoir plus de rentabilité sur le long terme. Il y a deux critères qui viennent évidemment, enfin, il y en a un principal en général qui vient à l'esprit, c'est celui de la récurrence. C'est vrai qu'on a pas mal tendance à focaliser les prestations qui sont des prestations très récurrentes parce qu'on se dit qu'on va pouvoir avoir un retour sur investissement plus rapide.
Et donc, c'est vrai, c'est la cible principale. Donc, si vous vous dites, par exemple, vous avez X personnes qui vous demandent dans l'année un NDA et que vous êtes tout le temps en train de repasser, de refaire votre NDA en anglais, en français, avec des options un peu plus de temps en temps, bon, bah, votre contrat de confidentialité, vous avez peut-être intérêt effectivement à l'automatiser et avoir un vrai template adaptable que vous allez utiliser en interne. C'est vrai que c'est un usage, c'est souvent l'usage un peu tarte à la crème qu'on a en tête. Et honnêtement, le premier document qu'on a historiquement modélisé, un des tout premiers, ça a été le contrat de confidentialité parce que c'est une première étape qui est simple. Alors maintenant, il n'y a pas que ça. Vous pouvez tout à fait avoir un usage qui est plus dans le besoin de capitalisation sur une matière qui est très complexe. Je pense notamment, par exemple, au marketplace, où il y a un fort savoir-faire, il y a énormément de points à contrôler. Ce n'est pas forcément le volume, parce qu'on ne fait pas 50 mises en conformité de marketplace par an, mais on va en faire 2, 3, 4, 5, 6. Mais déjà, ça va être énorme le gain de temps que l'on va avoir. Et je dirais même que le fait que ce soit distancié dans le temps, des fois, c'est encore plus intéressant de capitaliser parce que vous avez un risque de perte de savoir-faire. Donc, l'érosion du temps fait que des fois, effectivement, si vous traitez un dossier très complexe, mais que vous le traitez une fois par an, ça peut être intéressant justement de conserver, de capitaliser pour ne pas perdre la finesse de votre expertise. Et Legal Pilot, pour ça, est très bien parce que vous pouvez du coup le faire vous-même. Donc, quand on commence à choisir un sujet, on commence ensuite à le prototyper, c'est la deuxième phase. On va essayer, on va faire un test, on va voir comment ça tourne, hein, mais tout ça, ça se fait en interne. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est la flexibilité. C'est que ça reste un nouveau moyen de communication, ça reste un nouveau moyen de travailler. C'est une autre façon de travailler. Aujourd'hui, on travaille avec Word. Demain, on travaille avec un outil de modélisation. Très bien, tout est visuel, c'est que de la logique pure. Donc finalement, quand vous avez compris ça, vous avez compris que c'est d'abord un gros Lego et que vous allez vous amuser à faire de la construction. Donc, une fois que vous avez prototypé, vous allez tester. On prend des clients tests, on teste nous-mêmes en interne, on essaie de positionner le produit entre l'interne et l'externe. Si je peux prendre peut-être une image, c'est-à-dire que dans l'utilisation que vous allez faire d'un modèle, un produit que vous avez automatisé, vous avez un grand volant de possibilités et vous allez du plus opaque au plus transparent. Le plus opaque étant le fait que vous allez l'utiliser pour la production interne. Donc vous n'allez pas dire au client ce qui est en train de se passer, vous allez travailler comme d'habitude et puis vous allez en fait faire le travail avec votre outil d'automatisation. Et de l'autre côté du spectre, vous avez au contraire une automatisation totale où le client peut quasiment venir et faire du self-service et vous le faites payer pour ce self-service et vous avez très peu d'interaction avec lui, ce qui fait qu'il comprend tout à fait qu'il est en train d'utiliser un outil qui a été conçu par vous mais qui est automatisé. Et entre les deux, vous avez énormément de possibilités pour injecter plus ou moins de conseils et plus ou moins de savoir-faire. Je me dépêche parce que je suis en train de manger tout le temps. Et donc, évidemment, tout ça, c'est de la capitalisation sur de l'expérience. Donc, ça veut dire qu'à chaque client, vous améliorez le modèle et donc vous itérez systématiquement. Et donc, dès que vous avez une nouvelle mission, vous allez reprendre et grâce à un outil qui est flexible, vous allez pouvoir améliorer vous-même sans avoir besoin de passer par un développeur. Donc, vous allez pouvoir capitaliser au fil de l'eau sans déperdition d'informations et d'expertise. J'ai fini. On peut changer. Je laisse la parole à Alexandre. J'ai mal fait la transition. Merci. Ouais, je vais vous présenter maintenant rapidement le logiciel Legal Pilot et quelques flux d'utilisation pour que vous puissiez visualiser et vous projeter dans la solution avant de vous présenter les use cases. Le logiciel se compose de deux interfaces. La première que vous avez sous les yeux est accessible en externe aux clients et ou en interne à des collaborateurs, des stagiaires ou des assistants. Comme vous le voyez, cette interface est relativement épurée et ne donne accès qu'à un questionnaire. La personne qui répond aux questions, donc la personne répond aux questions et ses réponses vont venir agencer un document particulier. Ici, un registre de traitement RH et une politique de confidentialité associée que Gaëtan Bordet vous présentera par la suite.
Vous le voyez, donc plusieurs manières de répondre aux questions en saisissant du texte libre, ou bien, vous allez le voir, en choisissant une réponse ou bien une autre. Et à ce titre, vous voyez que les séquences de questions sont dynamiques et dépendent des réponses qui sont précédemment apportées, de sorte que seules les questions pertinentes soient posées. Vous l'avez sans doute remarqué, à la différence d'autres outils d'automatisation, les personnes qui répondent aux questions ici ne voient pas le document s'agencer au fur et à mesure de leurs réponses. C'est un parti pris que nous motivons de deux manières. La première, pour des considérations de sécurité juridique, car la personne qui répond aux questions doit constituer le document qu'il lui faut et non pas celui qu'elle voudrait, en analysant les conséquences des réponses données. La deuxième raison, c'est parce que le document et son articulation constituent un savoir-faire et une partie du patrimoine informationnel du cabinet, et à ce titre, il est important que le client n'y ait pas accès. La seconde interface, qui apparaît sous vos yeux, est une console d'administration et qui permet à la fois de modéliser des matrices et d'éventuellement revoir et reprendre les documents générés avant d'en permettre le téléchargement aux clients ou aux collaborateurs. Sans rentrer dans les détails techniques de modélisation, vous voyez sur le volet gauche la matrice qui est découpée en blocs, et vous voyez notamment du texte en bleu, ce qu'on appelle une variable. Ce sont des éléments textuels qui vont être remplacés par des réponses données aux questions. Ces variables sont contenues donc dans des blocs, certains fixes qui apparaissent donc dans tous les cas, et d'autres conditionnels qui apparaîtront dans certaines situations et pas dans d'autres. À droite, vous voyez les questions sous forme de liste ou d'arborescence, et dont les réponses vont venir remplir les variables, donc compléter les trous de la matrice par des identités, une dénomination sociale, une date, et faire également apparaître les articles et paragraphes optionnels. La console d'administration donne également accès à l'interface de relecture que vous voyez maintenant. Lorsqu'un document est créé, soit en externe par un client, soit en interne par un collaborateur ou un stagiaire, il est possible de mettre en place un workflow de relecture et de validation avant de permettre le téléchargement du document en Word ou PDF. Le relecteur reçoit une notification par mail qui lui indique qu'un document est en attente de relecture, et il en prend donc connaissance sur cette interface. Sur le volet de droite, le relecteur vérifie les réponses données, s'assure de leur cohérence, et une fois ceci fait, il peut passer sur la partie centrale de la page, et pour prendre connaissance du document personnalisé et des différents documents qui ont pu être générés simultanément, et d'éventuellement ouvrir le document pour le modifier à la marge avant de l'enregistrer et d'en valider la relecture. Pour rebondir sur ce que vous disait Gérald de Sade sur le côté itératif, vous comprenez donc l'aspect ici Knowledge Management de Legal Pilot, dans la mesure où, si vous pensiez au départ que certaines situations exotiques viennent finalement à se vérifier à plusieurs reprises, vous avez la possibilité d'augmenter votre modèle en ajoutant dans votre matrice différents développements liés à de nouvelles questions qui feront apparaître ou non ces différentes options pour vous éviter la prochaine fois d'avoir à reprendre le document. Voilà rapidement pour la présentation du logiciel. Nous allons donc maintenant rentrer dans le vif du sujet, à savoir donc la présentation de 4 use cases dans le cabinet Shift Avocat. Les modèles RGPD, RH et recherche d'antériorité vous seront présentés par Gaëtan Bourdet, la charte informatique par Gérald de Sade et l'IP-Scan par moi-même. Je vais donc maintenant passer la main à Gaëtan Bourdet qui va vous présenter le modèle RGPD RH. Merci Alexandre pour ce passage de parole. Donc, premier cas de figure qu'on souhaitait vous présenter, c'est finalement de l'audit et de la génération de documents en matière de RGPD. Ce modèle, c'est l'un des tout premiers qu'on a dû concevoir au cabinet, et pour une raison assez simple, c'est parce qu'on se rendait compte que c'était assez fastidieux de faire du registre de traitement en données personnelles, notamment sur des traitements RH qui sont assez facilement balisés. Alors,
plusieurs avantages à procéder à l'automatisation de ce sujet. D'abord, ça nous permet d'avoir un questionnaire assez abouti. Vous pouvez le voir sur l'interface, par exemple, Alexandre va vous montrer ça. On a différents types de questionnaires qui vont nous permettre de balayer les traitements les plus communs et les plus courants en matière de RH. Et pour cela, on se base sur l'expérience et la production effectuée par la CNIL, aussi bien ses anciens référentiels avant l'entrée en vigueur du RGPD, les normes simplifiées, les autorisations uniques, etc., que les nouveaux projets de référentiels publiés par l'autorité. Et c'est vrai que face à ces documentations assez exhaustives et qui correspondent dans 90% des cas des entreprises, on n'a pas beaucoup de liberté créative à proposer aux clients, et même ça serait plutôt périlleux de changer une base légale ou de changer une durée de conservation préconisée par l'autorité. Donc ce que l'on fait en pratique, c'est on réutilise ces trames pour constituer le registre, et on va s'assurer, en fonction des réponses de nos clients, si la situation se présente, s'il y a lieu de générer une fiche de traitement relative à la téléphonie au travail, par exemple, ou si on a un dispositif de biométrie, on va pouvoir détecter ces cas. Alors, premier gain de temps pour nous, c'est qu'en pratique, on va fournir ce questionnaire à nos clients en amont d'un rendez-vous. Ce qui va nous soulager en termes d'audit en présence, puisqu'on n'aura pas toutes ces questions à dérouler sous forme parfois un peu d'interrogatoire exhaustif pour tout le monde. On va recueillir au contraire beaucoup d'informations en amont du premier rendez-vous, et ça va nous éviter quelques écueils que l'on rencontre parfois, à savoir la personne qui n'a pas l'information, parce que c'est le gestionnaire de la paye qui a l'information et pas le DRH. Donc là, on peut partager le formulaire avec plusieurs personnes. On peut aussi le partager avec la DSI qui aura plus d'informations que le RH. Donc ça nous évite ce manque d'informations parfois qu'on découvre en rendez-vous. Et surtout, lorsqu'on arrive en rendez-vous, on a déjà 80% de la connaissance des traitements RH effectués par la société, ce qui nous permet de préciser certains sujets que l'on aurait pu déceler, notamment avec des questions qui visent à déceler les sujets nécessitant une AIPD. Par exemple, le recrutement des salariés avec des tests de personnalité. Donc, on peut déceler ce type de traitement, et on a un meilleur échange avec les clients en rendez-vous parce qu'ils ont déjà compris le sujet. Là où parfois ils découvrent un peu en audit les questions qu'on va leur poser, là ils ont déjà une certaine vision de l'audit, et même parfois ils vont nous apporter par exemple, des questions sur leur pratique. Ça va éveiller des questions, donc on va avoir un gain d'information et un échange beaucoup plus personnalisé avec le client. Dans le même temps, ce recueil d'informations va nous permettre de générer les fiches de traitement qu'Alexandre peut vous montrer à l'écran. Les fiches de traitement, mais aussi la politique de confidentialité. Parce qu'on a fait ce travail en amont, à la fois d'automatiser les fiches de traitement qui sont très factuelles, et à l'inverse, une politique de données personnelles qui va être beaucoup plus subjective, beaucoup plus orientée vers la compréhension des salariés, comme le souhaite l'autorité de contrôle, donc avec des formulations assez simples, avec du vouvoiement pour rendre l'information accessible. Et donc là encore, on gagne un temps considérable en termes de rédaction de documents, puisqu'on n'est pas obligé de compléter le registre, puis de faire la politique de confidentialité, ou même parfois, lorsque, au fur et à mesure des échanges avec le client, on change une information, on ajoute un prestataire, on évite les oublis de modifier tel ou tel document. Avec Legal Pilote, lorsqu'on saisit une information, eh bien, elle va se répliquer et se dupliquer dans chacun des modèles que l'on souhaite. Donc voilà pour les gains de temps. On a aussi préconisé un bilan à la suite de ce questionnaire qui nous permet de recenser les différents points de vigilance que l'on a décelés et aussi indiquer aux clients les étapes restantes dans leur mise en conformité. Et à titre d'exemple, les sujets que l'on peut déceler, par exemple, c'est soit des questions qui appellent des observations, ou alors parfois des incohérences entre deux questions. Par exemple, une entreprise qui nous dirait qu'elle a une 50aine de salariés, mais qu'elle n'a pas encore de CSE mise en place, on peut l'alerter sur ce point par rapport à une obligation légale en matière de RH et éventuellement lui
lui conseiller la mise en place de cet organisme, voire appeler d'autres prestations au fur et à mesure de l'audit en lui disant là, on n'est pas sur le RGPD, on est sur du droit social pur, mais on a décelé quelque chose et donc on peut potentiellement aussi proposer d'autres prestations à nos clients. Donc voilà le tour d'horizon pour ce modèle. Mon temps est déjà écoulé et je laisse donc la parole à Gérald qui va nous présenter la charte informatique. Donc la charte informatique, c'est un produit qu'on a pensé au tout début. C'est un des plus anciens parce que c'est un produit où on a énormément de points à vérifier pour être complètement exhaustif. Ça s'avère très long avec les clients, ça demande beaucoup de présence, ça demande une forte implication des équipes aussi chez le client. Donc c'est assez compliqué de recueillir l'intégralité de l'information, il y a beaucoup de services qui sont impactés. Après, c'est un document qui se prête particulièrement en fait à l'automatisation parce que vous avez beaucoup de points à vérifier et en même temps vous avez différents niveaux de rédaction et différentes options sur chaque point. Ça vous crée une sorte de matrice qui va être assez compliquée à expliquer à l'oral, qui demande énormément de mobilisation pour dire sur chaque point au client. Vous pouvez, par exemple, traiter vos salariés avec plus ou moins de vigilance et donc être plus ou moins souple sur l'utilisation d'une technologie, que ce soit l'utilisation des portables, de l'Internet, des clés USB. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de blabla, en fait. Bon, alors, des fois, c'est bien, parce que ça aide aux clients à se projeter dans la problématique. Et vous avez des fois où vous vous rendez compte que ça vous fait enfler la prestation, que des fois, d'ailleurs, vous débordez complètement du forfait que vous êtes fixé. Donc, l'intérêt d'un dispositif comme Legal Pilot, c'est déjà qu'on va aller chercher, en fait, l'information et qu'on va faire travailler le client. Donc, on va proposer un questionnaire qui est interactif, exhaustif. On va penser déjà à tous les points calmement. On ne va pas arriver avec une grille plus ou moins un jour des points que l'on doit adresser. Et puis, en termes tout simplement d'expérience pour le client, c'est très fluide parce qu'en fait, il va pouvoir se passer de service en service le lien pour compléter le questionnaire. Et donc, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est quelque chose qui est supporté par le client. S'il a un problème, à la rigueur, il vous appelle et on peut faire un complément de prise d'information et on peut tout à fait faire un débrief en fin de prise d'information, mais en tout cas, ça se fait du côté client. Ce qui veut dire que déjà, le premier gain de temps, c'est vraiment la collecte de l'information. Ensuite, on a un gain, je dirais, sur l'exhaustivité, parce que là, on est certain de ne rien avoir oublié, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a passé 3 heures en réunion ou une journée en réunion avec le client pour arriver à récolter. Donc, je pense que d'un point de vue opérationnel, déjà, l'expérience client, de ce qu'on a pu voir, elle est bonne. Et ça ne choque plus les gens, d'ailleurs, d'avoir ce genre de choses à faire. Au contraire, ils y voient plus une marque d'efficacité et de recherche d'une meilleure organisation. Ensuite, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que tout simplement, le plus gros de la rédaction, il est fait. Quand vous recevez la réponse, que vous voyez à l'écran, les blocs de texte se sont concaténés et on arrive avec déjà une grosse partie du travail qui est réalisé. Donc, tout le budget que vous avez, vous pouvez le consacrer quasi intégralement à des choses qui sont ce que vous ne pouviez pas anticiper, qui sont des points qui sont propres à l'entreprise, mais qui du coup, sur lesquels vous pouvez mettre énormément de temps et d'intellect. On n'est pas en train de dire que l'automatisation de notre expérience, c'est quelque chose qui nous permet de nous mettre les mains dans les poches. C'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est de travailler bien. C'est de travailler avec un haut niveau de qualité parce qu'on peut se le permettre. Donc, ça nous donne de la flexibilité aussi parce que dans le temps, le document va évoluer, mais surtout, on s'est aperçu qu'il y avait un côté intéressant à la traçabilité. La traçabilité parce que vous avez toutes les questions et les réponses. C'est quelque chose que vous pouvez faire valider en plus au client une dernière fois. C'est ce qu'on essaie de faire en général dans les questionnaires, mais on peut le rendre encore plus formaliste si on le souhaite.
Et à la sortie, ça va vous laisser une trace de pourquoi j'ai construit comme ceci et pas autrement le document. Et cette trace-là, même en termes de responsabilité, elle est intéressante. Ensuite, il y a des choses qu'on a découvert au fur et à mesure de l'utilisation, c'est qu'un des gros avantages de l'automatisation, c'est qu'avec une seule rentrée d'informations, vous pouvez délivrer plusieurs documents. Donc si vous vous amusez à ça, ça veut dire que ça peut répondre à des demandes qu'on a eues de certains clients qui étaient de nous dire par exemple, écoutez, moi mes salariés, la charte elle est super, mais c'est trop lourd et en fait ils ne comprennent pas et j'ai beaucoup de questions. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est une version dégradée de la charte, simplifiée, et cette version simplifiée de la charte à destination pédagogique, à visée pédagogique, elle peut être générée exactement en même temps. Et ça, c'est le genre de luxe qu'on va rarement se permettre dans un dossier où on est au forfait. Donc, on va être capable de délivrer un document en plus qu'on peut faire payer. Hein. On peut tout à fait se dire, OK, c'est un service à valeur ajoutée, donc c'est une option et je peux la valoriser dans le devis. C'est tout à fait envisageable. Mais c'est quelque chose qui est rendu complètement faisable, alors que ça deviendrait rapidement une grosse usine à gaz si on devait le faire sans automatisation. Un point peut-être encore, c'est que vous avez la possibilité de vous faire une version off aussi, où vous allez agréger toute la documentation, notamment la jurisprudence de la Cour de cassation chambre sociale, en vous disant, voilà, sur tel point, on l'a écrit comme ça parce que le client a répondu ça à la question, il nous l'a demandé, mais en plus, on va conserver la justification, que vous livrez ou non, mais on va conserver la justification de pourquoi on a écrit cela comme ça au moment où on l'a écrit. Et donc, ça vous donne une traçabilité en fait totale sur la demande du client, la question, la réponse, le pourquoi et le livrable. Vous avez une chaîne qui est en fait parfaite. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je passe la main, il me semble, à Alexandre pour l'IP-Scan que tu avais. Je vais vous présenter maintenant notre modèle IP-Scan et je vous prie de m'excuser pour les couleurs un peu criardes. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour les yeux. Ce modèle va peut-être paraître familier à certains, car il est bâti sur la base du prédiagnostic de l'INPI. Alors pour nos confrères qui ne connaîtraient pas cette prestation et pour les autres, il est possible de s'enregistrer en tant qu'avocat auprès de l'INPI pour se voir confier des missions rémunérées par l'INPI d'audit de l'ensemble des actifs de propriété intellectuelle d'une société. C'est un exercice à la fois fastidieux, car le périmètre de sujet à envisager est très large, et aussi rébarbatif, car l'analyse reste de niveau 1. Ce sont donc souvent les mêmes éléments à reprendre d'un prédiagnostic à l'autre, mais éléments qui restent tout de même à adapter. De fait, le temps passé à la rédaction est donc important et vient s'ajouter aux 2 réunions de prise d'information et de restitution avec le client. Et pour parler clairement dans ce cas de figure, la prestation est facturée 1 200 € pour une journée à 1 journée et demie de travail. Et vous comprenez donc que l'exercice est peu rentable. Et l'intérêt de Legal Pilote dans ce cas est de réduire le temps de rédaction de l'audit à 2 heures, soit le temps de la réunion de prise d'information avec le client. Avant de vous montrer un petit peu comment s'agence l'audit, juste un mot sur l'utilisation de ce modèle dans le cadre du cabinet. Gérald et Gaëtan vous ont parlé d'utilisation ou bien interne de Legal Pilote, ou bien en délégation, en envoyant les questionnaires aux clients pour recueillir des informations en amont de manière efficace, sans avoir à contacter différents interlocuteurs, ce qui permet donc d'éviter des allers-retours et de perdre du temps. Ici, on va utiliser le logiciel d'une manière différente, et donc pendant l'entretien avec le client. L'avantage du modèle est qu'il permet de systématiser un raisonnement avec un enchaînement de questions permettant d'avoir une vision exhaustive de la propriété intellectuelle du client. Vous voyez sur le côté les différents points qui sont abordés. Donc ici, dans le cœur d'activité, tout ce qui va découler eh bien du noyau de la société avec les différentes activités de propriété intellectuelle, industrielle et éventuellement IT avec des développements logiciels ou d'algorithmes. Et puis après, tout ce qui relève de l'API plus classique avec les marques, les brevets, les dessins et modèles.
La difficulté principale que nous avons eue dans la construction de ce modèle, c'était la multiplicité des combinaisons possibles entre les actifs de propriété intellectuelle et les cas particuliers de création de ces actifs. On peut penser ici, par exemple, dans notre cas, dans celui que vous avez sous les yeux, au cas des créations réalisées par des employés ou des stagiaires, ou bien dans les développements logiciels au recours à des briques open source. Mais on peut tout à fait également penser à des cas de figure des inventions de salariés ou de stagiaires, des marques non déposées par la société et les risques associés, ou des créations réalisées par des dirigeants, ou bien dans des cadres plus IT, le traitement de données personnelles, par exemple, dans la base de données. Tout cela fait qu'il y a une multitude de combinaisons possibles et qui ont donc nécessité un travail de recherche et de compilation important, mais qui nous permet aujourd'hui de faire face à peu près toutes les situations. Le document n'est juridiquement pas très compliqué, mais les qualifications juridiques doivent être faites précisément pour délivrer une bonne qualité d'information, en faisant apparaître des paragraphes pertinents et pour aussi alerter le client sur les risques stratégiques et ou juridiques que peut représenter cette situation. Dans le cadre, par exemple, d'une création réalisée par un associé et qu'il utiliserait aussi pour son propre compte, on pourrait penser à de l'abus de bien social ou des choses comme ça. Donc ce sont des points qu'on repère et qu'on met en évidence dans l'audit, dans le rapport. Peut-être pour terminer sur ce modèle, vous dire que c'est un exemple concret de capitalisation sur expérience. Déjà parce qu'il a été créé en partie sur la base des prédiagnostics INPI qui avaient été rédigés dans le cabinet Shift, et aussi parce que récemment, nous avons eu affaire à un cas que nous n'avions pas anticipé, en l'occurrence le cas d'une marque déposée au nom et pour le compte d'une société en cours de formation. Et donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons généré l'audit de manière classique pendant l'entretien, et ensuite nous avons ajouté un développement sur cette particularité que nous avons ensuite intégré dans notre matrice. On l'a lié à une nouvelle question, ce qui fait que maintenant nous avons une nouvelle option disponible et que lorsque le cas se représentera dans le futur, nous n'aurons pas à reprendre le document finalisé. Voilà rapidement pour la présentation de ce modèle. Je vais repasser maintenant la main à Gaëtan qui va nous présenter le modèle de recherche d'antériorité. Merci Alexandre. Donc, dernier cas d'usage que l'on souhaitait vous présenter, c'est celui des recherches d'antériorité de marque, exercice qui consiste donc à conseiller un client ayant un projet de dépôt de marque et relever les éventuelles antériorités gênantes pour la poursuite de son projet. Donc c'est un travail qui est assez chronophage parce qu'il nécessite d'analyser toutes les marques que l'on a pu déceler lorsque l'on a commandé un rapport d'antériorité, et un travail à la fois très exigeant puisqu'il nous impose de procéder à une analyse marque par marque des risques potentiels que celle-ci présente. D'autant plus que nous, dans les recherches d'antériorité que nous faisons, on cherche à faire une analyse assez détaillée des risques encourus pour le client, ce qui nécessite donc d'avoir une analyse juridique constante, et habituellement on peut arriver à une certaine fatigue intellectuelle au bout de la 15e marque analysée, et c'est précisément ce biais-là que l'on cherche à éviter en automatisant le document. On est aussi sur une matière qui est éminemment subjective, où l'appréciation des magistrats ou de l'INPI va potentiellement pouvoir varier d'une marque à l'autre. On est même sur une matière où les décisions de l'INPI, les décisions antérieures de l'INPI ne tiennent pas à l'INPI pour les décisions futures. Donc on sait qu'il y a des revirements de jurisprudence, des revirements d'interprétation qui peuvent exister, et pour autant, lorsqu'un client nous consulte sur les risques, il ne veut pas juste avoir un panorama des marques antérieures, il veut aussi qu'on lui donne une certaine notation des risques encourus, un certain scoring qui l'aidera dans sa prise de décision. Donc, on a essayé de redonner de l'objectivité à ce travail d'analyse des antériorités, et cette objectivité, elle passe d'abord par reprendre tous les critères juridiques pertinents, la comparaison des marques, la comparaison des produits et des services en cause, éventuellement lorsqu'elle est prise en compte la notoriété, la distinctivité également de la marque antérieure,
Et finalement, on a construit en interne une matrice en se disant que lorsque tous ces critères que l'on avait analysés étaient réunis, le risque était très élevé, et à l'inverse, lorsqu'on faisait varier certains critères, le risque pouvait être affaibli. À titre d'exemple, donc peut-être que Alexandre pourra le montrer à l'écran, on fait une distinction si la marque est ancienne, si elle est déposée depuis plus de 5 ans, si elle est déposée depuis plus de 5 ans et qu'elle n'est pas exploitée par le titulaire, on va pouvoir générer un paragraphe automatiquement dans le rapport pour indiquer au client, d'une part, qu'une action en déchéance est envisageable, ce qui est toujours un argument de poids si on a une opposition de la part de ce titulaire de marque antérieure. On a aussi pu ajouter des critères qui sont moins juridiques, mais qui peuvent aussi être pris en compte par le client, en tout cas qui vont l'aider dans sa prise de décision, comme la titularité, qui est le titulaire de la marque. Est-ce que c'est une société d'un groupe coté au CAC 40, ou est-ce que c'est une personne physique, un auto-entrepreneur inconnu? Est-ce qu'il l'exploite réellement? Voilà. Donc tous ces critères-là vont pouvoir pondérer notre analyse du risque et éclairer le client. Et l'autre point fort, donc premier point fort, c'est on fait tout le temps le même raisonnement avec les mêmes critères, les mêmes raisonnements intellectuels. Donc la première marque analysée comme la dernière aura la même grille de raisonnement documentée. Donc c'est une sécurité, une objectivité pour identifier les risques de notre côté. Et l'autre bénéfice que l'on trouve sur cette automatisation, c'est que c'est un modèle que l'on peut confier à des collaborateurs moins expérimentés, à des stagiaires aussi, qui vont répondre à des questions assez claires, du oui ou du non, pour savoir si la marque est déposée depuis plus de 5 ans, etc. Et qui, au fur et à mesure des réponses qu'ils complètent, vont voir comment le rapport se génère. Donc c'est une manière de former les collaborateurs, une manière de leur imposer un raisonnement juridique en partant du début, en allant jusqu'à la fin, et pas en se jetant directement sur l'évidence ou la chose qui leur saute aux yeux. Donc ça structure le raisonnement juridique. Ça permet aussi de sécuriser la rédaction du rapport, parce qu'on sait qu'on aura juste à vérifier s'ils ont bien répondu aux questions, mais qu'en tout cas la rédaction des phrases, des paragraphes qui apparaît, eh bien nous on l'a validé en interne. Et donc, on peut transmettre d'une certaine manière un savoir-faire, et nous, en tant que superviseurs de la relecture, on va gagner du temps pour valider le rapport ou le corriger. Donc voilà, c'était le dernier cas de figure que l'on souhaitait vous présenter pour vous montrer le panorama des manières dont on a réussi à utiliser l'outil. Je vais repasser la parole à Gérald qui fera le mot de la conclusion. Gérald, est-ce que c'est bon pour toi? On est bon. Parfait. Merci Gaëtan. On va remettre le slide pour finir. Voilà. Donc, sur les bénéfices constatés, on va pas se mentir, c'est très bon. Globalement, bon, ça aurait été dommage qu'on dise le contraire, mais enfin bon, on est là pour partager une expérience, donc on peut toujours vous dire qu'il y a du bon et du mauvais. Et nous sommes un cabinet pilote, nous sommes un cabinet laboratoire pour le déploiement. Donc, évidemment, le but, c'est qu'on apprenne aussi de nos erreurs et qu'on puisse améliorer les méthodologies et proposer aux confrères des méthodologies plus efficaces. Mais globalement, ce qu'on constate, c'est que sur l'aspect harmonisation et sécurisation des pratiques sur le conseil, c'est très bon. On a un effet centralisation, on a un effet capitalisation, on a même un effet, je dirais, que je n'attendais pas forcément, qui est sur le team building, parce que c'est vrai que ça oblige à penser ensemble en mode produit, et donc c'est très très entraînant, parce qu'il y a un résultat global qui est de produire un service en interne, et c'est vrai que c'est très valorisant, en fait. C'est très très valorisant. Il y a un côté l'autre jour, on en a fini un pour partager une expérience récente que Gaëtan avait fini. Bah, il y a eu un côté un peu Reka, un effet waouh, parce que voilà, il avait fini vendredi et on était tous contents parce qu'on a vu le bébé qui était en train de naître, et c'était vraiment très chouette. Donc il y a vraiment un effet booster en fait en termes de groupe et de structure. Donc la réduction du temps de rédaction, bah,
je pense que je vous en ai déjà dit un mot et on a tous œuvré dans ce sens-là, c'est évident. On a des effets qui sont incroyables. Enfin, franchement, un investissement, mais on arrive des fois à se dire que sur 2 dossiers, quasiment, on peut amortir largement le coût parce que c'est vraiment un effet incroyable. Et je pense que la qualité s'en ressent. Et je pense en plus qu'on a vraiment un côté plus opérationnel vis-à-vis du client parce qu'on peut prendre le temps de se poser la question de comment on va aider le client en plus à utiliser correctement ce qui a été fait. Donc en fait, tout ce qu'on gagne sur la rédaction, on est capable de le projeter autrement, de le récupérer et de l'utiliser sur d'autres aspects peut-être qui ont fait que parfois les clients, par le passé, maintenant je l'espère, et pas pour le futur, mais que les clients avaient l'impression qu'effectivement la prestation était trop froide, trop axée sur le juridique, et que ça manquait un petit peu d'accompagnement. Bon, et ben là, je pense qu'on est en train de se dégager de la marge de manœuvre pour l'accompagnement, et c'est ça qui fait la fidélisation avec les clients et qui leur plaît. Ils sont en demande de ça aujourd'hui, ils veulent des gens. Et en fait, bizarrement, c'est la technologie qui nous permet d'avoir plus de personnes et plus d'humains. Amélioration des marges, ça va de pair, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Amélioration de l'expérience client, oui, on est capable de faire beaucoup plus de choses, on est capable de s'insérer aussi, et donc ça va avec l'image innovante, donc je vais le traiter ensemble. On est capable de s'insérer dans des processus métiers beaucoup plus complexes, on est capable de trouver d'autres façons de travailler, d'autres façons, une autre relation, on est capable de trouver d'autres partenaires, de rentrer dans des logiques d'industrialisation de certaines prestations où nous, petits cabinets, nous ne serions jamais allés parce qu'on n'a pas la force de frappe et qu'on n'a pas forcément envie d'aller déléguer ça en outsourcing dans des pays étrangers. On veut faire le boulot, mais on doit trouver des leviers de productivité. Et c'est vrai que ça nous ouvre tout un champ de modèles économiques possibles. C'est vraiment ce qui est très, très intéressant. Et on se retrouve à parler avec, du coup, d'autres interlocuteurs de façon beaucoup plus décontractée sur notre capacité à encaisser d'importants volumes de dossiers. Voilà. Et toujours en conservant la qualité, c'est ce qui vient rassurer les interlocuteurs. Donc, du coup, on a la casquette avocat, ce qui est un gage de qualité aujourd'hui quand même parmi nos interlocuteurs. Ils sont rassurés qu'on soit un cabinet spécialisé. Et en plus, on peut être réactif. Alors là, vous cochez toutes les cases et ça devient magique comme équation. Je profite de parler de modèle économique pour glisser sur la dernière slide, puisqu'il nous reste très peu de temps pour tenir le délai. Dans les business models identifiés, il faut comprendre que vous avez plusieurs façons d'adresser, on est en train de le découvrir et de le travailler, mais le cas le plus standard, c'est-à-dire que vous faites votre client, vous lui faites une prestation, et donc il va avoir un usage ponctuel de Legal Pilot, qui peut être à travers le questionnaire, donc il va l'utiliser une fois, mais vous pouvez aussi penser et essayer de vendre quelque chose de plus récurrent en lui disant, tiens, le NDA que je t'ai fait, je le mets dans Legal Pilot, je le modélise et je le laisse à disposition, je le laisse à disposition du client qui va pouvoir venir, il lui est dédié, il est spécifié pour lui, pour ses problématiques à lui, et il va pouvoir venir le générer. C'est un des gros avantages de l'opération, c'est que ça évite évidemment des effets de déformation du contrat qui va passer de main en main, de dossier en dossier, et qui à la fin, vous l'avez tous vécu, quand vous le retrouvez 2 ans, 3 ans après, vous voyez qu'il y a eu un petit peu de chamboule-tout fait dedans et que surtout l'effet juridique protecteur a disparu. Donc ça permet de maîtriser et ça se paye. C'est-à-dire que vous pouvez vendre de la maintenance, vous pouvez vendre un droit d'accès et donc là, encore, vous créez de la récurrence pour arriver à le vendre. Ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille en termes de discours et on essaie de voir comment c'est perçu par le client et la valeur qu'il perçoit à travers ça pour essayer de conseiller demain d'autres confrères qui voudraient le faire pour voir comment c'est faisable. Il faut prendre en considération la nature du client, il faut prendre en considération la nature du produit, donc la valeur que vous délivrez, mais c'est vraiment une logique de produit. Donc c'est vrai que ça change un peu ça change la donne. On n'a pas l'habitude de ça, mais on a moins le côté one shot, et on a plus un côté où on va rester tout le temps dans l'esprit du client parce qu'il va tout le temps revenir chez vous, finalement, dans votre environnement,
pour venir utiliser ce que vous avez fait, et ça ne reste pas au fond d'un placard. Le deuxième modèle qui est intéressant, merci beaucoup, le deuxième modèle qui est intéressant, c'est celui qu'on imagine plus à terme, c'est l'usage plus intensif, c'est-à-dire que le client monte en usage, vous vous retrouvez avec beaucoup de modèles à lui délivrer, et à ce moment-là, idéalement, il faudrait qu'il ait lui-même l'outil chez lui pour pouvoir le maîtriser lui et pouvoir même y ajouter et concaténer le travail, en fait, de plusieurs confrères, de plusieurs cabinets qui vont intervenir sur des spécialités différentes. Et avec l'avantage que le cabinet est utilisateur de Legal Pilot, il peut exporter son travail directement dans l'environnement qui est du coup compatible du client, qui va l'utiliser, et il va là encore pouvoir vendre de la maintenance et pouvoir continuer, comme il le faisait avant, à rester au cœur de l'activité et donc à rester très, très opérationnel vis-à-vis du client. Donc, tout ça, ça va dans une seule logique, c'est créer de la récurrence et que cette récurrence, elle soit synonyme justement de ce caractère opérationnel. C'est bien de faire du droit, mais arrêtons de faire du droit pour faire du droit, faisons du droit qui est utilisable effectivement par le client et qu'il ne va pas oublier dans un coin ou qu'il ne va pas mal utiliser. Et ça, cet accompagnement-là, il est valorisable. Et donc, à travers un outil d'automatisation comme Legal Pilot, vous êtes capable, en fait, en plus, d'acquérir cette dimension-là et de garder finalement, pour prendre un terme un peu du commerce classique, garder un peu le pied dans la porte en permanence, parce que vous allez tout le temps avoir ce canal-là ouvert avec votre client et vous allez vous rappeler à son bon souvenir beaucoup plus fréquemment. Donc, on le voit, on commence à le vendre, on commence à l'expliquer. Les oreilles sont ouvertes, je pense que c'est le bon moment. Et le Covid a peut-être aidé d'ailleurs à ces systèmes-là encore, ça a été un moteur. Donc, on vous donnera, on essaiera de faire un petit update dans quelques temps pour vous tenir au courant de l'avancée de tout ça. Voilà. Nous en avons terminé, je crois. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous espérons avoir été le plus clair possible et le plus transparent possible sur cette expérience, ce retour d'expérience. Donc voilà, il y a encore une page à écrire. N'hésitez pas vraiment à nous solliciter. C'est le but de l'opération. On est assez prosélyte sur la façon dont les cabinets doivent se moderniser. Donc vraiment, nous sommes ouverts, n'hésitez pas. Je crois qu'on a des questions, notamment. Oui. Est-ce que quelqu'un fait le tour des questions ou je peux le faire si vous souhaitez? Bah, écoutez, je vais le faire. On avait une première question qui était de savoir comment on peut partager un questionnaire avec plusieurs utilisateurs, puisque je disais qu'on peut justement envoyer un lien à un client et plusieurs de ses collaborateurs peuvent le compléter. Bah, c'est un lien qui est unique, donc dès lors que vous êtes en possession de ce lien unique, vous pouvez répondre au questionnaire, donc il suffit de forwarder le mail ou de fournir le lien à vos équipes pour que les différents intervenants répondent aux questions. Et d'ailleurs, Pierre-Michel avait répondu à cette question. Donc c'est un lien de partage et dès lors qu'on a le lien, on peut y accéder. On avait ensuite une autre question concernant, alors est-ce qu'on a des exemples d'utilisation de Legal Pilot en procédure, par exemple pour la rédaction d'assignation ou rédaction de conclusion? Alors peut-être que Alexandre, Pierre-Michel, vous avez des cas de clients qui utilisent l'outil dans ce contexte-là. Nous, en interne, on ne l'utilise pas encore, en tout cas pour la partie contentieuse, mais je pense évidemment que c'est possible. Je vois qu'Alexandre peut-être peut prendre la parole sur ce sujet. Oui, moi je sais que je suis en discussion avec donc un client qui est un avocat en droit des transports et qui a souvent donc à rédiger des assignations en garantie dont la structure est la même, et ce dont ce client a besoin, c'est de pouvoir générer très rapidement ces assignations, sachant que les parties modulables, les parties personnalisables sont relativement circonscrites et rapides à rédiger. Et donc, Legal Pilot lui permet déjà pour une part de faire apparaître les informations qui doivent
apparaître à différents endroits, et bien de le faire en répondant à une seule question, plutôt que et ça lui permet d'éviter des manipulations avec des risques d'erreur. Et ça lui permet aussi de rédiger de manière relativement rapide, en pré-remplissant certains paragraphes, l'exposé de ses demandes. Donc voilà pour un cas simple de contentieux. Et je crois également, mais alors je ne suis pas le mieux placé pour en parler, que nous avons des clients qui utilisent LegalPilot pour des actions de groupe en droit des assurances. Mais effectivement, pour la rédaction d'assignation, c'est tout à fait pertinent d'utiliser LegalPilot, puisqu'on va construire une trame et conditionner certains paragraphes en fonction du contexte. Donc ça évite notamment d'oublier des mentions obligatoires lorsque on s'adresse par exemple à une personne assignée à l'étranger, etc. C'est vraiment le cas d'usage, et aussi l'évolution réglementaire fait qu'une fois qu'on met à jour son modèle, eh bien, on est sûr de ne pas oublier telle mention d'information nouvellement obligatoire. Donc tout à fait. Au moins pour la structure formalisme. Après, évidemment, les conclusions sont cas par cas, donc on n'a pas vocation à substituer ou proposer une solution d'automatisation, pour l'instant en tout cas. Et au-delà de ça, on a d'autres clients qui utilisent LegalPilot dans des domaines différents, mais également pour rédiger des assignations, notamment en droit public et en droit de l'immigration. Et en droit de l'immigration, le logiciel est particulièrement intéressant parce que, en général, nos confrères s'adressent à des clients qui ne parlent pas le français. Et un des avantages du logiciel est qu'on peut décorréler la langue des questions de la langue du document généré. On peut donc imaginer que le questionnaire mis à disposition du client soit en anglais ou en espagnol, et que les réponses viennent faire apparaître ou pas les différents paragraphes en français dans l'assignation, ce qui permet de faciliter grandement le processus de rédaction et d'échange avec le client. Oui, et puis à l'inverse, je repars d'un autre cas, mais on peut aussi avoir un questionnaire en français et créer plusieurs trames dans une langue différente. On l'a encore fait récemment pour des mentions d'information aussi bien en français qu'en anglais. Donc les questions font que les deux documents sont générés dans les langues du choix. C'est aussi ce qui nous offre beaucoup de souplesse, notamment lorsque on va rédiger un document d'information en français. On a pas la traduction, mais la version anglaise qui se génère automatiquement à côté. Alors pour les questions, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas en tout cas à nous solliciter, donc soit sur LinkedIn dans le chat de l'événement, soit par email. Alors on n'a peut-être pas mis nos adresses email sur la slide de présentation, mais en tout cas vous avez tous nos contacts aussi bien sur shiftavocat.com ou legalpilot.com. N'hésitez pas à nous recontacter. Je pense aussi qu'une version test du produit est bien évidemment possible. Donc si vous souhaitez tester le produit, voir comment ça fonctionne, on a essayé de vous montrer les interfaces pour vous familiariser avec ce que l'on pouvait dire et faire, mais n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc il nous reste maintenant à vous remercier tous d'avoir libéré un petit peu de votre temps pour nous écouter. Nous espérons que vous aurez été intéressés par la présentation de ces différents use cases et puis par l'utilisation d'une solution d'automatisation dans un cabinet, avec tous les bénéfices que cela peut représenter, comme Gérald vous l'a présenté. Comme le disait Gaëtan, nous sommes à votre disposition si vous avez pour toute question, soit pour des précisions sur les use cases que nous avons présentés, soit pour éventuellement tester le logiciel LegalPilot. Vous pouvez nous contacter notamment à l'adresse contact@legal-pilot.com. Merci à tous pour votre attention et je rappelle que ce webinaire sera disponible en replay sur le site de LegalPilot.